Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. 20h l'événement est donc ce soir intitulé « Université Notre-Dame-des-Landes, le désordre républicain ». Le chef de l'État ne manque pas d'autorité en parole, mais cette fois-ci, on va pouvoir juger de la crédibilité effective de cette dernière. Aux quatre coins du pays, c'est le désordre républicain qui règne. De Notre-Dame-des-Landes à 4 de nos facultés, celle de Tolbiac étant clairement transformée en véritable ZAD. Alors oui, ce n'est pas facile de déloger des manifestants en douceur, mais il va bien falloir apporter une réponse. On ouvre le débat avec nos spécialistes dans un instant. Mais tout d'abord, Alice, selon les tout derniers chiffres du gouvernement, ce sont bien 4 universités qui restent entièrement bloquées et une dizaine perturbées par les grévistes. Et un problème se pose désormais et préoccupe le gouvernement. La tenue des partiels, ils sont censés avoir lieu en ce moment, mais déjà dans certaines universités, les examens ont été reportés. Comme à Nanterre, par exemple. Dans cette faculté en région parisienne, vous allez voir que ce qui est frappant, c'est que lors des assemblées générales, les partisans du mouvement sont majoritaires, mais dans les faits, ils ne représentent qu'une petite partie des étudiants inscrits dans cette fac. Où sont passés les autres? Reportage Antoine Magnan, Valentin Juin. À Nanterre, c'est journée d'assemblée générale dans l'une des plus grandes salles de la faculté. À la tribune, tout le monde peut prendre la parole. Des étudiants, bien sûr, mais aussi des professeurs engagés. J'en déduis, en mon âme et conscience, que cette loi est extrêmement pernicieuse et qu'il faut s'y opposer maintenant. L'enjeu de cet AG, c'est la poursuite ou non du blocage de cette faculté qui accueille 30 000 étudiants. Alors avant le vote, des représentants du oui et du non viennent une dernière fois tenter de convaincre leurs camarades. Moi, je vous parle d'un point de vue purement pratique. Vous entravez notre liberté d'étudier. Si le gouvernement veut que les partiels se tiennent, il n'a qu'à retirer sa loi. Une assemblée démocratique, en apparence. À quelques minutes du vote, des étudiants hostiles à la grève viennent se plaindre à la tribune. Il n'y a pas que des étudiants de Nanterre là, mon pote. Si. Non, ceux qui votent sont des étudiants de Nanterre. T'as des postiers. Il y a la CGT. Les mecs, arrête. Bien sûr qu'ils vont voter. Bien sûr qu'ils vont voter. Non, il est totalement illégitime. Les personnes qui votent ne sont pas des étudiants à Nanterre. Il y a pas de. Il y a des cheminots qui sont là, il y a des gens de la CGT. Ils veulent faire voter les profs alors qu'on n'a pas décidé à la place du corps enseignant. Moi, je veux juste une chose, qu'on vérifie le fait que ce soit bien des étudiants de Nanterre. Ce qui n'a pas été fait, parce que cet AG est totalement illégitime et non démocratique. Qu'importe, le vote est maintenu. Qui est contre? Levez bien la main. Une main. Dans la salle, les organisateurs, debout sur les tables, font le décompte des mains levées. Maintenant, qui est pour la reconduction du blocage jusqu'à... S'il vous plaît, 336 contre. Et sans surprise, 1272. le blocage sera donc reconduit jusqu'à jeudi, en pleine semaine de partiel. J'avais un partiel de droit fiscal des affaires lundi qui est annulé. J'ai un partiel vendredi en droit de la concurrence qui n'aura pas lieu parce que finalement ils ont reconduit le blocage. Sur la question évidemment, le fait de ne pas être content sur les partiels, etc., c'est bien évidemment compréhensible, mais beaucoup de profs se sont exprimés dans l'Assemblée générale pour expliquer que personne ne serait pénalisé, que des choix seraient faits, soit des DM, soit validation automatique, soit, je sais pas moi, un oral ou des choses comme ça. Donc en réalité, l'argument de dire que les étudiants vont être pénalisés, il ne tient pas la route. Hier, une pétition a été lancée contre le blocage. Elle a déjà recueilli plus de 3000 signatures. Mais Nanterre fait aujourd'hui toujours partie des 4 universités françaises toujours bloquées. Une situation qui inquiète les présidents d'universités qui en appellent aux forces de l'ordre. Il faut voir aujourd'hui l'état du centre. Il est complètement dégradé. On en a pour des centaines de milliers d'euros pour remettre le centre en état. Et je pense même qu'il y a parmi les occupants ce que je qualifierais de bandits qui n'attendent que le moment opportun pour dévaliser le centre. C'est l'argent public, c'est l'argent du contribuable qui est mis en danger. Aujourd'hui, la faculté de Georges Haddad est celle dont la situation est la plus préoccupante. Sur ces images, prises ce week-end, une rave party est organisée dans l'université. À Tolbiac, plus qu'ailleurs, les étudiants ne sont pas prêts de passer leurs examens.
Avec nous ce soir, Dominique Régnier, qui est politologue. Vous dirigez la Fondation pour l'innovation politique et enseignez à Sciences Po. Votre dernier livre, je le rappelle, Où va la démocratie, aux éditions Plomb. Carl Meus est lui rédacteur en chef au Figaro Magazine. Sur le site du Figaro ce soir, violence, drogue, sexe. Tolbiac doit être évacué en urgence selon son président. Denis Jacob est lui major de police. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Et avec vous, nous reviendrons bien entendu sur les difficultés du maintien de l'ordre. Et puis nous sommes ce soir aussi en duplex de Strasbourg avec Michel Denneken. Vous présidez l'université de Strasbourg qui accueille quelques 51 000 étudiants. Hier, environ 600 d'entre eux réunis en assemblée générale ont de nouveau voté le blocage complet des bâtiments. Vous venez de lancer un vote numérique à destination de l'ensemble de vos étudiants et on aura les résultats demain matin. Ça veut dire que, Monsieur Denneken, vous estimez que la façon dont se tiennent les assemblées générales et dont on vient de voir un exemple assez croustillant à la fac de Nanterre n'est pas acceptable ? C'est certainement la question fondamentale, en dehors des arguments pour ou contre la loi, c'est effectivement la manière dont ces assemblées générales sont tenues et gérées. J'ai beaucoup d'étudiants qui nous interpellent parce que soit ces AG excluent ceux qui sont contre l'action menée, soit parce que tout simplement on prétend que c'est une assemblée générale qui est réservée à ceux qui sont contre la loi et donc que les voix des uns et des autres ne seraient pas comptabilisées. Par ailleurs, la mobilisation des contre, ceux qui veulent continuer à travailler, à ne pas faire grève, s'échoue aussi au fait que ceux-ci veulent faire leurs examens et nous sommes à Strasbourg dans une période de début d'examen et de partiel. Donc, pour avoir non pas une légitimité supplémentaire, mais au moins une idée du rapport de force, j'hésite pas à utiliser le mot, eh bien nous avons fait une consultation électronique en demandant aux étudiants de se prononcer sur la validité du recours au blocage des universités comme moyen de revendication. Pardonnez-moi. Nous verrons demain matin le résultat. Quelle sera la crédibilité de ce vote auprès de vos 51 000 étudiants ? Je veux dire, comment garantissez-vous l'honnêteté du scrutin tel qu'il se fait ? Parce que moi, je peux déjà vous dire, ce que vont vous rétorquer vos étudiants grévistes, c'est que votre AG à vous n'a pas plus de légitimité que leurs AG à eux. Alors, que pouvez-vous nous dire ce soir sur la façon dont vous organisez ce scrutin, puisque c'est bien un scrutin ? Ce scrutin est organisé dans les règles strictes de la CNIL, d'abord, et l'anonymité. Et surtout, il y a aussi possibilité de s'exprimer par oui ou par non. Donc, il peut y avoir une majorité qui veut le blocage. Nous verrons. Donc, c'est ouvert. Je suppose que le résultat, lorsqu'il arrangera, sera considéré comme démocratique et quand il n'arrangera pas, sera considéré comme organisé par la présidence et donc complètement illégitime. Nous connaissons cette rhétorique, elle est ancienne. Bien sûr. Notre émission est intitulée Université Notre-Dame-des-Landes, le désordre républicain. De fait, en ce moment, dans nos facultés, l'ordre républicain, si je comprends bien, ne peut pas régner. Alors je serai plus modéré pour Strasbourg parce que nous avons une centaine d'étudiants qui bloquent quelques bâtiments. L'essentiel de l'université tourne. En fait, ce sont quelques bâtiments qu'on a considérés comme symboliques. Et l'ordre, alors puisqu'on parle d'ordre, je n'ai pas peur d'utiliser le mot, à Strasbourg, nous sommes en étroite collaboration avec le rectorat et la préfecture pour utiliser tous les moyens de la République pour que l'ordre soit rétabli, ou en tout cas que la liberté d'enseigner, de chercher, de passer ses examens soit garantie. Et nous avons, avec les forces de l'ordre, des relations tout à fait confiantes. Et chaque fois qu'elles sont intervenues... Alors, je pense que vous allez y répondre. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Pour l'instant, vous n'avez pas demandé d'évacuation de vos bâtiments aux forces de l'ordre. Nous avons eu 3 fois recours soit à l'évacuation, soit au déblocage. Il n'est pas exclu que si la situation reste bloquée, nous fassions de nouveau appel à des forces de l'ordre parce que nous estimons, enfin j'estime, que l'ordre n'est pas contraire à la liberté. Je crois même que c'est l'inverse. L'ordre est la condition de la liberté. Alors, que des gens qui sont contre la loi s'expriment est légitime. Qu'ils bloquent celles et ceux qui veulent boucler leur année ne l'est pas. J'ajoute, sur un des tracts, il y a marqué « Nous bloquons pour libérer ». Eh bien, c'est de la sacrée dialectique. Moi, je dis que ceux qui bloquent l'université bloquent l'ascenseur social. Exactement. C'est votre analyse Oui, je partage entièrement cette analyse. C'est vraiment... on l'avait... le président de l'Université de Strasbourg le dit parfaitement. Dans le reportage précédent, un des étudiants
que vous avez interrogé le disait aussi à propos de ces partiels, de ces examens. Les étudiants qui ont beaucoup investi, qui se sont engagés dans des études, c'est beaucoup d'espoir de leur côté. Les familles les soutiennent, ça coûte de l'argent aux familles, quoi qu'on puisse le penser. L'université n'est pas chère en France, mais les familles font des efforts pour soutenir leurs enfants. En tout cas, les familles les plus modestes. Absolument. Et c'est vraiment c'est la grande tradition de l'université ouverte à tous. C'est la partie la plus populaire, vraiment la plus républicaine de ce point de vue-là. Et c'est absolument choquant de voir que ces jeunes gens, ces jeunes femmes, ces jeunes hommes vont être empêchés de poursuivre leurs études et de sanctionner leur travail, puisque les partiels, les examens, c'est le moment où on valide une année, un semestre et une année. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait, il va être validé maintenant. Et donc, s'il n'y a pas de partiel, s'il n'y a pas d'examen, ils craignent beaucoup, ces étudiants qui travaillent, évidemment, d'avoir un examen en fait au rabais, en quelque sorte, ou bien de ne pas pouvoir valider maintenant. Quand on regarde ce qui se passe, c'est très frappant et vraiment c'est fascinant ces reportages. Moi, je fais une estimation à la louche. En France, il y a à peu près en ce moment entre 10 et 15 000 étudiants qui empêchent de travailler l'université française. Entre 10 et 15 000 le maximum. Il y a 2,5 millions d'étudiants en France. Il y a 175 sites, 2,5 millions d'étudiants. Il y a 4 sites qui sont vraiment bloqués, quelques-uns qui sont où il y a des problèmes de nature diverse, pas forcément aussi graves et spectaculaires. C'est une ultra-minorité qui est en voie de zadisation. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même, Yves Calvi. Moi, je crois que c'est ça qui est en train de se passer, qui est très préoccupant. C'est une zadisation de minorités hyperactives, violentes, qui n'ont pas, je suis désolé de faire comme ça a l'air d'une charge, mais on le voyait, qui n'ont pas de respect ni pour le droit, ni pour la démocratie, qui en effet, préalablement à un vote, font sortir ceux qui sont opposés au choix que l'on veut obtenir dès le départ. C'est la négation de tous les principes que nous considérons comme les nôtres, et encore une fois, avec un effet direct et possiblement dramatique sur les catégories les plus modestes de notre société. Alors, est-ce que, à la lumière des premières analyses de cette émission, Karl Meeus, vous pensez que le président de la République va prendre enfin des décisions dans ce domaine? Moi, j'en ai toujours connu des facs bloqués. Mais là, en effet, ça prend cette année un caractère assez particulier. Et il y a un pont, de fait, entre les bloqueurs des universités et tout ce qui se passe en ce moment à Notre-Dame-des-Landes. Et d'ailleurs, ils sont assumés, revendiqués, et ils ne s'en cachent pas d'une certaine façon. Ah, complètement. Il va y passer ou pas au maintien de l'ordre? Parce que c'est ça la vraie question. Alors, il va être obligé de le faire. Dimanche, à l'émission télévisée, il a dit qu'il ne pouvait pas le faire à Tolbiac parce que c'était une tour, ce qui était quand même assez... non, c'est vous qui le mot direz, républicain a dû venir au moins 4 fois dans sa bouche, oui. Si c'est pas plus. Le problème, c'est que jusqu'ici, Emmanuel Macron était jugé sur des réformes qu'il faisait dont les conséquences n'étaient pas encore connues, allaient arriver, et dont les conséquences, on peut dire aussi... Oui, mais la croissance revient, c'est parce que François Hollande a fait... Soit François Hollande, soit Emmanuel Macron. Voilà. C'est la démission de travailler tous les deux. Oui. Soit c'est François Hollande qui, avec ses mesures, a permis le retour de la croissance, ou on dit c'est Emmanuel Macron avec les ordonnances de travail. Là, on a 2 points sur lesquels Emmanuel Macron va être jugé sur ses actes. Notre-Dame-des-Landes, dont il avait dit maintenant qu'il n'y a plus l'aéroport qui va se faire, il faut le libérer, entre guillemets, oui. Et ces universités, et notamment Tolbiac. Et là, les Français, l'opinion publique, puisque c'est cette bataille-là qui compte aussi, va pouvoir le juger concrètement. Est-ce que la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes est libérée et que de nouveau l'ordre républicain peut régner? Est-ce qu'à Tolbiac, les étudiants vont pouvoir de nouveau faire des cours? Parce que, vous le disiez, Tolbiac, ce qui est intéressant par rapport aussi à vos reportages, c'est qu'au fond... les gens qui bloquent l'université ne sont pas concernés par la réforme. C'est un peu d'ailleurs comme avec la SNCF, les gens font grève ou bloquent les universités pour une réforme qui ne les concerne pas. Les cheminots qui sont actuellement à SNCF ne sont pas concernés par la réforme. Leur statut n'est pas mis en cause. Leur statut n'est pas mis en cause, ça sera pour les suivants. On a le droit de se mobiliser pour les prochains. Oui, mais ce qui est curieux, c'est que ceux qui pourraient être mobilisés, c'est-à-dire les lycéens, à qui on dit il va y avoir Parcoursup, eux ne se mobilisent pas. Parce qu'ils ont bien compris, j'imagine, que eux... Le système qu'il y avait avant, c'était le tirage au sort. Voilà, par rapport au calvaire de l'an dernier, je peux vous dire que c'était évidemment... On imagine que ça sera une amélioration. Mieux. On va voir. De toute façon, c'est au mois de juillet, au moment où il y aura ces fameuses moulinettes et ces fameux systèmes qui se mettront en place. Mais Tolbiac, vous avez raison de le dire, on a 2 journalistes du Figaro Magazine qui se sont infiltrés
pendant quelques jours, sans dire qu'ils étaient journalistes, parce que si vous dites que vous êtes journaliste, les journalistes du CAC 40, comme ils disent, ne sont pas les bienvenus. Ils ont pu voir un peu ce qui se passait là-bas. On est très loin des revendications contre le Parcoursup. Ça n'a plus rien à voir. On est sur une commune libre de Tolbiac, sur... Alors, je vous passe les cours qu'il y a, les débats proposés. C'est l'histoire coloniale du maintien de l'ordre. Je pense que ça vous intéressera. Les défis de la lutte queer. Donc, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Et tout ça, ce sont des thèmes qui sont abordés par ces gens qui bloquent la fac. Je vous ferai un petit topo sur les queers un peu plus tard. En tout cas, vous venez de nous parler de Tolbiac et on ne parle que d'elle depuis ce matin. C'est l'une des facultés emblématiques de ce mouvement. Vous aurez sans doute reconnu la fac Paris 1 de Tolbiac. Oui, vous en parliez tout à l'heure. Ceux qui mènent la grève dans cet établissement ont plutôt le sens de l'actualité puisqu'ils revendiquent désormais haut et fort occuper et faire partie de la ZAD de Tolbiac. Ils vivent au rythme des âgés, des nouveaux cours dispensés et contrôlent bien sûr aussi les entrées et les sorties au sein de l'établissement. Alors nos équipes se sont rendues sur place. Elles n'ont pas eu à cacher leur identité, mais leur présence a été acceptée, vous allez le voir, à l'issue d'une assemblée générale. C'est un reportage de Yannick Mahé avec Basile Bonne. Il suffit de 20 personnes et d'un effet de surprise. Et les partiels, ils sont en quoi? En chocolat! Ce lundi matin, action commando pour ces étudiants de la fac de Tolbiac autogérée. Faire fermer un centre de partiel en 10 minutes, c'est le job de Tomek, étudiant en histoire. Nous, ça fait 3 semaines on n'a pas cours. On va pas avoir... c'est pas possible d'avoir des partiels normaux, quoi. Et donc en gros, le but, c'est de bloquer tous les partiels et tous les centres universitaires. Et ça permet aussi de faire grossir la contestation, le mouvement étudiant, quoi. À l'université Paris 1, le mouvement de blocage rentre dans sa 4e semaine. Bienvenue dans la commune libre de Tolbiac. Une fac autogérée, photos interdites et médias priés de montrer patte blanche. Vous allez vous présenter devant l'Assemblée Générale, vous allez dire pour quel média vous travaillez, quel reportage, non pas forcément quel reportage vous faites parce que vous allez vous faire taper dessus. Et après, ils vont voir si vous acceptez ou non, quoi. Ça sera sans doute un non, je ne vais pas vous mentir. Surprise, la ZAD de Tolbiac vote pour la présence de notre caméra. Juste pour rappeler que les tours de parole sont ouverts, donc si vous voulez vous inscrire pour prendre la parole tout simplement, venez vous inscrire à la tribune. Je sais pas si vous avez écouté Macron hier à la télé, il a dit « Il n'y a pas de convergence des luttes ». Donc je sais pas pour qui il se prend un peu pour Dieu, parce qu'il pense qu'en disant les trucs, c'est comme ça que ça se passe. Alors qu'en fait, on voit bien que voilà, il y a une coagulation des colères. Vu qu'il tape vers tout le monde, il faut qu'il y ait une réponse collective. Il faut se mettre à militer pour ce mouvement, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire reculer le gouvernement. Voilà, merci. À l'intérieur, la cuisine est autogérée et les aliments achetés grâce aux dons. Ici, on organise tour de garde, de ménage et de vaisselle. Là, c'est la vaisselle sale et juste là, c'est la vaisselle propre. Donc c'est vachement pratique parce qu'il y a les toilettes juste ici. Et les points d'eau, c'est rare. Les personnes ont tellement confiance qu'ils laissent leur brosse à dents ici. Dans l'autogestion, il y a gestion aussi. Et il n'y a pas de chef. Mais par contre, on essaie justement d'avoir quelque chose d'assez organisé parce qu'on vit ensemble, on dort ensemble, on milite ensemble, on est là depuis 23 jours. Alors heureusement que ça tient, enfin, on ne peut pas vivre dans un endroit sale. Ah, vous êtes réveillés ? C'est dans le N. Ceux qui ont gardé la tour la nuit d'avant doivent plier leur sac de couchage. Il faut faire place aux cours de l'université populaire. Des débats en lieu et place des enseignements traditionnels. Cet après-midi-là, Clémentine Autain vient parler mai 68 et libéralisme. Et Thatcher, elle avait ce côté-là, c'est-à-dire qu'elle privatisait les transports routiers, elle a cassé des protections sociales, révisé le système de retraite. Donc nous, ce qu'on essaye de défendre, c'est exactement l'inverse, c'est d'essayer d'avoir un modèle qui permette de partager les richesses, de partager les pouvoirs, de partager les savoirs. Tolbiac, fac ouverte aux habitants du quartier, à tous. Quitte, ce jour-là,
à devoir expulser quelques délinquants qui s'étaient infiltrés dans un dortoir pour filles. Un incident isolé. La ZAD de Tolbiac se veut pacifique et rêve de faire tomber Emmanuel Macron d'ici le 5 mai. À Paris 1 occupé, les désirs de la commune libre sont désordre. Les étudiants jouent la montre. Ils savent que le préfet refuse l'évacuation du site pour raison de sécurité, pour le moment. Et je précise que ce matin, sur CNews, le président de la faculté de Tolbiac a tenu des propos qui étaient beaucoup plus virulents que ce que les images que nous venons de voir traduisaient. Cette réalité existe, il n'y a aucun doute, c'est ce qu'ont filmé Yannick Mahé, c'est ce qu'a filmé Yannick Mahé sur place avec Basile Beaune. Mais le président de la fac parle de violence, de drogue, de sexe, et il dit que sa faculté doit être absolument évacuée dans les meilleurs délais, ce qui n'est pas fait pour l'instant. Ça amène une première question, c'est que le maintien de l'ordre dans une faculté, comme sur une ZAD, ça n'est pas facile. Alors non seulement c'est pas facile, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire qu'en fonction de l'environnement, des circonstances, les interventions de police se feront différemment. Mais avant l'intervention de police, il y a la décision politique. Oui. C'est-à-dire que l'un ne peut pas être fait sans l'autre. Donc c'est compliqué d'intervenir, d'autant que sur ce genre de mouvements qui sont quand même particulièrement radicalisés, on sait qu'on a dans le lot des perturbateurs. Quand je vois les images qu'on vient de voir, ça me fait penser aux différentes manifestations contre la loi El Khomri. C'est-à-dire que vous avez des groupuscules qui arrivent, des anarchistes, hein, j'ai pu voir les petits logos reconnaissables sur les murs. Bon, ce sont des perturbateurs particulièrement violents qui sont là pour en découdre avec les forces de l'ordre, notamment quand elles vont passer à l'action, et certainement pas revendiquer pacifiquement telle ou telle revendication. Vous ne pensez pas qu'au sein de Tolbiac aujourd'hui soient capables de faire leur service d'ordre eux-mêmes pour éviter que des personnes de ce type rejoignent le mouvement et contribuent à le perturber? Là, nous, on a rencontré des gens, je le dis très simplement, la situation à Tolbiac me paraît personnellement invraisemblable, mais en même temps, les étudiants que nous avons rencontrés, avec qui nous ont fait notre parcours, voilà, enfin, ils vivent leur vie d'étudiants en ce moment, si ce n'est qu'ils bloquent tous les autres. Mais on n'a pas assisté à des choses monstrueuses, en tout cas telles que les décrit le président de la fac. Alors moi, je n'ai pas préjugé des raisons pour lesquelles le préfet de police n'a pas donné d'instruction d'intervenir. Je pense que c'est quand même... c'est qu'il craint des violences. Alors, je pense que c'est plutôt lié au contexte national, entre ce qui se passe à Nantes, les universités. Le préfet de police n'est pas non plus le seul à décider, hein. Il y a un directeur général, il y a un ministre de l'Intérieur. Donc, de toute façon, il y a obligatoirement une décision politique derrière. Et ils ont dû considérer que, pour diverses raisons, qu'elles soient... politique ou de sécurité, il n'était pas opportun pour le moment d'intervenir. Mais de toute façon, il faut régler ce problème. Donc j'insiste, pour l'instant, le désordre républicain est le choix qui est fait par le gouvernement. Et le problème, mon propos n'est pas polémique, c'est simplement qu'on dise les choses réellement, successivement, si je puis dire. Plus le gouvernement tarde à intervenir. Excusez-moi, je peux vous donner un autre exemple. On a une lassitude. Alors, je ne suis pas représentant des gendarmes parce qu'ils n'ont pas le droit de se syndiquer. C'est quand même des copains. Voilà, et on a quand même des remontées. Et c'est vous qui faites le sale boulot. On a des remontées du terrain quand même, par l'intermédiaire de nos collègues qui sont notamment sur Nantes. Il y a une lassitude parce qu'il y a une tergiversation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un jour dire on expulse et on envoie les gendarmes pour dégager tout le monde, et le lendemain ou le surlendemain dire on vous donne un délai supplémentaire jusqu'au 23 avril pour pouvoir déposer à nouveau des dossiers. À un moment donné, il faut aussi une cohérence. Et entre-temps, vos confrères sont des punching balls, puisqu'en gros, ils attendent pendant des heures, en se faisant cracher dessus, en se prenant des boulons, et en attendant que ça se passe. Avec des consignes. Et après, il faut qu'ils restent calmes. Et avec des consignes, parce que tout se prépare en amont sur ce genre d'intervention, avec des consignes de ne pas utiliser de manière excessive la force. Et vous l'avez vu à Nantes, on a principalement utiliser des gaz lacrymogènes et on n'a pas globalement utilisé tous les moyens à la disposition en termes de maintien de l'ordre plus fort. Le problème, c'est que plus le gouvernement attend, plus des gens qui n'ont rien à voir avec ces mouvements viennent. On l'a vu à Notre-Dame-des-Landes où au moment de l'intervention, ils étaient 200, maintenant ils sont 800. Et je ne crois pas que dans les 600 qui sont arrivés, il y ait beaucoup de jeunes agriculteurs, comme disait Edoui Plenel, qui ont des projets innovants. Ils ont plutôt comme projet de tabasser du gendarme. Et on le voit bien là, à Tolbiac. Nos journalistes qui se sont infiltrés pendant 2 jours ont vu un étudiant qui était à Toulouse et à Montpellier au moment du blocage, et qui montait à Tolbiac. Donc, lui, pour le coup, étudiant. Mais ils ont rencontré aussi un quinca qui avait fait nuit debout,
qui était à Notre-Dame-de-Landes. Et vous savez ce qu'il a fait là? Il a pris 15 jours de RTT juste pour aller participer au blocage. J'imagine que ces années étudiantes sont assez loin. Je me tourne à nouveau vers notre invité strasbourgeois. Monsieur le président de l'université, bon, je crois que pour l'instant, vous échappez à une situation comme celle de la fac de Tolbiac, mais est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que ce que l'on vient de voir et ce que l'on dit de cette faculté en particulier depuis ce matin vous inquiète, vous, en tant que président de l'université? Il y a toujours motif d'inquiétude dès qu'un bâtiment public est envahi, occupé. Parce que, quelles que soient les précautions que prennent les occupants, il peut y avoir des débordements, et il y en a. Strasbourg, nous sommes surtout dans des situations de blocage, donc c'est un peu moins compliqué à gérer. Moi, je dois aussi préciser dans ce que vous avez dit que je crois que l'ordre républicain, il est aussi assuré par une étroite collaboration, encore une fois, avec les différents acteurs, et en tout cas à Strasbourg, nous sommes dans une gestion que je considère responsable. Nous ne faisons appel aux forces de l'ordre qu'en dernière extrémité. Il y a aussi, je crois, la nécessité de rappeler, mais ça a été dit, que les examens sont à nos portes et qu'il n'est pas question de les brader. J'ai entendu des jeunes gens dire que certains de leurs enseignants disaient qu'il n'y aurait pas de problème, qu'on leur donnerait les examens pratiquement gratuitement. Un des problèmes de l'enseignement supérieur français, c'est la crédibilité. Et on n'a pas de crédibilité quand on brade les diplômes. Et la plupart des jeunes ne veulent pas de diplômes bradés. Ils savent très bien qu'en France ou à l'international, on nous regarde et que des diplômes offerts, c'est tout simplement un mensonge. C'est un leurre. Et c'est surtout du mépris pour ceux qui les préparent sérieusement. Donc le sérieux de l'enseignement supérieur est en cause. C'est pas seulement un peu de désordre, c'est la qualité de l'enseignement supérieur français qui est un des plus performants en Europe. Et les réformes que nous faisons actuellement depuis 10 ans sont dans le bon sens. Et quand on parle de sélection, par exemple, on dit ces jeunes gens s'opposent à la sélection. Mais pendant des années, on a fait du tirage au sort. Est-ce qu'on appelle ça un système juste et républicain? Nous avons des bacs pro, des baccalauréats professionnels. Moins d'1% d'étudiants qui ont un bac professionnel réussissent à l'université. Donc les gens qui sont contre la réforme veulent que perdure un système injuste, un système qui ne fonctionne pas. De même, la réforme du lycée va dans le bon sens. Elle permettra d'ajuster beaucoup mieux le passage toujours traumatique pour certains des années lycée aux années université. Ce n'est pas de la sélection, c'est de l'accompagnement. Nous donnons aux jeunes la possibilité de choisir mieux leur orientation. Et j'ajoute qu'à Strasbourg, nous offrons 10% de places de plus cette année. Donc, effort considérable pour nos équipes enseignantes et nos personnels administratifs. Donc, avec plus de places offertes et plus de tirage au sort, je crois qu'il n'est pas juste et il est même faux de parler de sélection. C'est l'inverse. Merci beaucoup Michel Deneken d'avoir participé à cette première partie d'émission. On a bien compris qu'à vos yeux, en bloquant l'université, les grévistes bloquent en quelque sorte l'ascenseur social. C'est exactement ce que vous nous disiez tout à l'heure, Dominique Régnier. Ce que vous voyez en jeu en ce moment à Tolbiac, et avec cette affirmation d'une commune de Tolbiac, c'est-à-dire sur des mots d'ordre politiques que l'on connaît, de revendications d'extrême gauche, j'ai envie de vous dire de toute éternité, c'est une nouveauté selon vous ou c'est quelque chose qui existe et qu'on retrouve dans tous les mouvements étudiants? Moi, je pense que c'est une nouveauté. Le processus de zadisation, encore une fois, je n'utilise pas ce mot pour faire polémique, mais c'est vraiment, ça a commencé en 2007, les ZAD. Ça s'est multiplié, c'est devenu une technique. C'est une technique de groupe ultra-minoritaire qui sait qu'il n'a pas la possibilité de peser, qui ne s'intéresse pas aux élections, qui n'apporte pas un projet politique de ce type, et qui sait qu'il ne peut pas peser autrement qu'en organisant ces occupations illégales, et avec un ressort que l'on voit très bien ici, qui au fond, en particulier à Tolbiac, parce que c'est compliqué, mettre au défi l'autorité publique de prendre le risque de l'accident. Donc en fait, vous nous dites qu'il faut une sorte de pari politique sur la peur, si je puis dire, la peur des autorités qui doivent modérer d'une certaine façon le recours à la violence. Bien sûr, parce que regardez ce que vous avez montré grâce à votre équipe. Ils dorment très peu, évidemment. Ça fait 23 jours, ils dorment peu, ils sont surexcités. Ils doivent picoler un peu, on fait en même temps un peu la fête. À un moment donné, les esprits ne seront plus clairs du tout.
Et quand il va falloir quitter Tolbiac, ça va pas bien se passer. Et les relations avec les forces de l'ordre, moi je comprends l'inquiétude du gouvernement, très sincèrement, parce que là c'est très compliqué, puis c'est très enclavé Tolbiac, hein, il faut descendre là-dedans, il faut aller sortir, c'est vraiment très bizarre hein, comme situation. Et ça va très loin, c'est qu'on se demande, je pense très simplement en ce moment, comment on va les sortir de là. Voilà, mais je pense qu'ils jouent, eux, il y a un chantage au risque politique qu'il y a à les sortir. Ils le savent parfaitement, et je ferai une petite remarque sur leur comportement. L'état dans lequel ils mettent, moi ça me choque beaucoup ça, je fais partie de ces personnes qui trouvent que c'est extrêmement triste et choquant et scandaleux de balafrer les murs comme ça. C'est un bien public, l'université. On y met beaucoup d'argent, et tout est salopé. Vous avez vu, ils ont écrit partout. Enfin, c'est au-delà, c'est pas du tout sympathique. Enfin, ils saccagent les lieux publics. Il faudra des millions d'euros pour remettre tout ça en place. C'était fait pour les étudiants qui étaient là. On accueille c'est quasiment gratuit l'université française. On y met beaucoup d'argent, c'est gratuit pour qui le veut, qui veut travailler. Eh bien, le mettre dans cet état-là, c'est une insulte, je dis, à l'effort public qui est fait. C'est très choquant. Le président de Tolbiac chiffre, lui, d'ores et déjà à 1 million les déprédations qui ont eu lieu dans la faculté. Alors, on comprend mieux pourquoi une partie de nos autorités politiques et de maintien de l'ordre, et aussi policières, hésitent avant de vous envoyer dans nos facultés. Les facs, c'est particulièrement difficile. Enfin, je ne sais pas, mais Tolbiac, je ne vois pas, très honnêtement, comment ça peut être à peu près calmement... C'est pas possible. C'est pas possible. Et la volonté... Je rejoins tout à fait l'analyse de M. Régnier. L'objectif, c'est de donner une image d'un État répressif, d'une police violente, provocatrice, agressive. Et une fois de plus, on reverra les slogans justice nulle part, police partout, enfin bref, dans l'ordre que vous voudrez. Mais on en est là. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une... La police, c'est la République, c'est l'ordre, c'est la faculté pour les uns et les autres d'aller et venir. Pas de police, c'est l'anarchie, et c'est ce qu'ils souhaitent. S'ils sont dans cette démarche de vouloir faire un peu leur monde à eux, en dehors de toute règle, en dehors de toute loi, en cassant tout, en dégradant tout, et des interventions sur ce genre de secteur ne se fera pas, malheureusement, je dirais, mais sans dommages collatéraux. Comment ça se prépare une telle intervention? Parce que la question, elle doit se poser. Il faut quand même savoir qu'on n'intervient pas n'importe comment, que les policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre... Non, mais là, il y a un plan qui existe pour Tolbiac. Ouais. Bien sûr, ils sont aguerris. Il y a des réunions de concertation en amont qui sont organisées avec les différentes autorités pour déterminer quel plan d'intervention va être utilisé pour être... Alors là, on est dans une logique de pas de violence, donc pour une intervention la moins violente possible, mais quand on voit c'est un peu fermé comme secteur, on aura de toute façon des réactions violentes et on aura très certainement quelques blessés. On va partir directement maintenant vers une autre ZAD, l'autre dossier dans lequel le gouvernement est embourbé, la situation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Alice. Avec peut-être un début de dialogue, puisque demain, la préfète de la région reçoit les zadistes et il sera notamment question du nouveau délai de régularisation qui a été accordé aux occupants de la ZAD et qui est donc prévu le 23 avril prochain. Cela fait maintenant 3 mois que le projet d'aéroport a été abandonné, 3 mois que ce terrain cristallise l'opposition politique avec d'un côté partisans de la restauration de l'ordre républicain et de l'autre opposant à une dérive autoritaire. Ségolène Chaplin. On va faire usage de la force! Il y a plus d'une 60aine de gendarmes qui ont été blessés dans cette évacuation. C'est inadmissible, avec des gens qui n'avaient plus aucune raison de manifester. Et donc, c'est simple, je crois en l'ordre républicain. L'ordre sera fait parce que notre République, elle a besoin d'ordre et d'égalité, Monsieur Plenel. 9 jours désormais que l'État s'emploie à rétablir l'ordre à Notre-Dame-des-Landes, avec l'aide d'un important dispositif policier. On utilise les grenades F4, c'est des grenades explosives, assourdissantes et lacrymogènes. Grosso modo, c'est une sorte de gros pétard. Sur place, le Premier ministre le rappelle, pas question de laisser la situation se détériorer. L'État n'acceptera pas la reconstruction ou la réoccupation des sites qui ont été évacués. Ceux qui se livreraient à des exactions de ce type se verraient et s'excluraient eux-mêmes de toute possibilité de régularisation. Arrêtez la guerre et la violence! On n'écoute pas de dirigeants, pas de chef, il n'y a pas de chef ici. Il n'y a pas de chef.
Ici, l'autorité de l'État semble être la dernière préoccupation des zadistes, qui dénoncent un passage en force. On a des violences systématiques quotidiennes, une occupation militaire avec le maintien des forces qui étaient là pour évacuer les lieux qui ont été évacués. On ne peut pas décemment négocier avec une arme sur la tempe. C'est pas un cadre de négociation. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans une campagne française ici, quoi. Ça ressemble à un climat de guerre, quoi. À la ZAD, deux camps s'affrontent, tout comme sur la scène politique. Jean-Luc Mélenchon se sert de Notre-Dame-des-Landes pour attaquer Emmanuel Macron. Pour séduire les conservateurs, dit-il, M. Macron n'a plus aucune retenue dans ses postures d'autoritarisme. Avant de conclure, la chienlit, c'est Macron. Sur sa chaîne YouTube, le chef de file des Insoumis soupçonne même le président de faire un coup de com'. On perd pas de temps, générique. Il a voulu donner des images de brutalité, de force, d'autorité pour plaire, encore une fois, pour essayer de dire à une certaine opinion de droite, vous avez vu, le chef qui n'a pas peur, celui qui cogne, c'est moi. Bon. Et ça vous donne 2500 gendarmes pour aller déloger 50 campeurs dans un bois, qui occupent un bois que personne ne réclame. Donc on dit force doit rester à la loi. D'accord, mais pourquoi faire ? Et quand le débat s'invite à l'Assemblée, Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question l'ambiance est au électrique. Premier ministre. Votre gouvernement dit agir au nom de l'ordre. Mais ne voyez-vous pas que ce que vous générez, c'est un triste désordre dans notre pays. Vous êtes la chienlit. Merci, Madame la députée. De pénaliser. Le temps de parole, Madame la députée, est le même pour tout le monde. Il est de 2 minutes. Ainsi que pour Monsieur le ministre, d'ailleurs, qui, j'en suis sûr, le respectera. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Alors, il ne faudrait rien faire à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes en ce moment même en train de discuter avec les agriculteurs pour trouver une solution. Mais nous voulons trouver cette solution dans la loi et l'ordre, parce que s'il n'y a pas la loi et l'ordre, alors il n'y a pas de pays qui tienne. Alors que le débat politique s'enflamme, la situation à Notre-Dame-des-Landes semble, elle, s'apaiser. Les zadistes ont accepté de reprendre le dialogue avec la préfecture. Bon, en quelques mots, ce qu'on comprend de ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, mais vous allez me dire si c'est caricatural, c'est que une fois que les gendarmes mobiles ont fini leur journée, ils arrivent à virer 200 gus et le lendemain matin, on en retrouve 700. Parce qu'il y a un moment où la journée se termine quand même et où en fait le terrain est envahi, les routes sont à nouveau barrées. Et est-ce que c'est effectivement l'espèce de cycle infernal auquel on assiste en ce moment, si on part du principe qu'il faut dégager Notre-Dame-des-Landes? Alors je pense que c'était aussi simple, mais non, il y a une surveillance H24. Des forces de sécurité. Alors peut-être pas dans le même nombre la journée que la nuit, mais il y a un minimum. Il faut bien qu'ils dorment à un moment, les gendarmes mobiles. Hein. Oui, mais ils font des turnovers. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Pour nous, pour eux, c'est un peu plus compliqué en termes de temps de repos. Mais je me répète, ils sont aguerris au maintien de l'ordre. Ils sont aguerris sur de longues périodes de présence pour garder un site sensible et pour empêcher toute infiltration ou tout envahissement. C'est vrai qu'il y a peut-être moins la nuit que le jour, mais quand vous en avez 200 et qu'ils reviennent 700, voire le week-end, je crois qu'ils étaient 2000 ou 4000 pour faire un grand pique-nique, bon, on peut mettre tous les moyens du monde que l'on veut. Si on a en face de nous des individus déterminés, et quand j'entends qui manifestent paisiblement alors qu'ils jettent des cocktails Molotov sur les collègues et qu'on a eu quand même plusieurs dizaines de blessés, je ne vais pas dire que ça me fait sourire parce que la situation est grave. Non, ça pourrait légitimement vous énerver. La situation est grave, mais très honnêtement... moi, je suis pas là pour critiquer et juger l'action politique, c'est pas mon rôle. Je suis syndicaliste. Mais enfin, ça fait des jours et des jours que les collègues sont là-bas et attendent d'intervenir. À un moment donné, et M. Mélenchon en rigolait, oui, force doit rester à la loi. Et il est temps que cette force, elle reste à la loi. Donc ça veut bien dire que pour l'instant, ils ne sont pas intervenus en tant que tels, en tout cas au maximum de ce que pourrait être leur capacité de faire régner l'ordre. Non, parce qu'on veut éviter... Ils retiennent leur coup de matraque pour dire les choses simplement. Moi, je ne dirais pas ça, mais on veut éviter tout débordement, tout blessé. On veut éviter d'avoir cette image d'état violent. Et donc, on prend toutes les précautions nécessaires et on privilégie d'abord la discussion et la négociation jusqu'au boutiste, je dirais, avant de vraiment passer à l'action. Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, d'une certaine façon, joue avec le feu? Ah oui, clairement. C'est
c'est quand même quelque chose qui appartient à son univers de référence, hein, cette espèce d'agitation, de quasi-encouragement de mouvements insurrectionnels. Il est imprudent d'ailleurs, hein, parce que ni lui ni ses troupes ne manquent pas de venir à tel ou tel moment. À l'Assemblée, c'est le rôle de l'Assemblée, à part qu'il faut respecter son temps de parole, c'est pas pareil. Hein. Mais par exemple, comme on l'a vu tout à l'heure avec Clémentine Autain dans l'enceinte de Tolbiac, là, ça va au-delà. On agite, on jette de l'huile sur le feu. Et on ne sait pas, c'est ça qui fait la crainte aujourd'hui à la fois des forces de l'ordre et du gouvernement. On ne sait absolument pas, dans un régime démocratique évidemment, qui prend soin des personnes, on n'est pas dans un régime dictatorial, c'est pour ça que c'est difficile. Sinon ce ne serait pas compliqué, on les sortirait très vite. On fait attention aux personnes, on veut blesser personne, c'est ça qui se passe. Et bien dans ce contexte-là, Jean-Luc Mélenchon, je trouve, n'est pas du tout responsable en donnant le sentiment, par des déclarations comme celle-là, à la fois désinvolte et très grave eu égard à ce qui se passe, il ne prend pas la mesure du risque et ça pourrait lui être rapporté, on pourrait lui demander des comptes à ce sujet. On va terminer cette émission avec vous. Oui, évidemment. C'est quoi la prochaine étape? La France insoumise cherche à manipuler et à récupérer. Mais en même temps, si la France insoumise n'est pas du côté des insoumis, on se demande où elle est. Oui, mais vous savez, le capitalisme n'est jamais très loin, parce qu'on a vu Clémentine Autain à Tolbiac qui parlait de mai 68, alors qu'elle a évidemment fait un bouquin sur mai 68. Donc j'imagine que c'était aussi pour encourager les étudiants qui l'écoutaient à l'acheter. Vous voyez, comme quoi, finalement, le capitalisme peut avoir du bon dans certains moments. Le problème, si vous voulez, c'est que les gendarmes, ils sont dans le syndrome de Sivens. Ils veulent éviter le mort par accident. Et donc, on est dans cette situation où on essaye de ne pas bouger. Avec la difficulté qui est que le pouvoir politique, à un moment, va devoir bouger, parce que c'est ce qu'on disait au début de l'émission, il va être jugé sur des actes, et cette fois-ci, les actes seront concrets. À quel moment Notre-Dame-de-Lande est évacuée, à quel moment Tolbiac est libéré. Voilà ce que nous pouvions vous dire ce soir de la situation. Dans un instant, 20h la culture, nous recevons ce soir la nouvelle vague de la chanson et du cinéma français. À tout de suite avec nos invités.